Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette première conférence de cette année universitaire organisée par l'Axe Relations internationales, Action humanitaire et droits humains de l'OBJA, donc l'Observatoire sur les impacts sociétaux du numérique et de l'IA. Cet axe sur les RI est co-dirigé par Karine Gentelet, la professeure Karine Gentelet et moi-même, professeure Céline Castet-Renard. Cet axe est animé par Edine Grandpierre, qui est notre nouvelle coordinatrice qui est présente ici parmi nous. Et nous avons donc le grand plaisir d'organiser cette première conférence par un de nos nouveaux membres qui vient de rejoindre notre axe, le professeur Valère Ndior. Valère Ndior, avec qui j'ai eu la chance de partager les bancs et le coprofessorat à l'université de Toulouse-Capitole en France. Donc, il me fait vraiment particulièrement plaisir d'accueillir Valère aujourd'hui. À présent, le professeur Valère Ndior est professeur à Brest, à l'université de Bretagne occidentale, et il est membre du laboratoire LabLex. Il est également président du réseau francophone de droit international. Et ses recherches portent évidemment sur le droit international, bien sûr, associé au droit du numérique. Et il a notamment dirigé le dictionnaire de l'actualité internationale publié par l'éditeur Phaidon en 2021. Et nous avons le plaisir et le grand bonheur de co-diriger ensemble avec notre collègue et ami, le professeur Lucas Rasmasson, un ouvrage qui est un acte qui constitue des actes de colloque, un ouvrage sur les enjeux internationaux des activités numériques qui vient de recevoir le prix de la recherche universitaire du FIC, le Forum international de la cybersécurité, en 2021. Le professeur Valère Ndior a dirigé plusieurs contributions consacrées à la gouvernance des réseaux sociaux, au recours aux plateformes numériques, dans la conduite d'activités politiques et diplomatiques, ainsi qu'à la protection des données personnelles et aux relations entre États et entreprises du numérique. Donc, ces travaux actuellement portent tout spécifiquement sur les obligations pesant sur les réseaux sociaux en matière de lutte contre la désinformation, la transparence et la protection de la liberté d'expression. Et précisément, aujourd'hui, le professeur Valère Ndior va nous entretenir de ces thématiques. Il voue une certaine obsession, je dirais, pour les réseaux sociaux et Trump. Alors, Trump est parti. Qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui? On va l'apprendre de ce pas. Donc, encore un grand merci, Valère, de ta présence. Je te laisse la parole à présent. Merci beaucoup d'inaugurer ce nouveau cycle. Merci beaucoup Céline, merci aux organisatrices, Céline Castet-Renard, Karine Gentelet, et merci à Edine Grandpierre qui a été mon interlocutrice ces dernières semaines pour l'organisation de cette conférence. Merci à toutes et à tous. J'ai presque envie de dire, finalement je devrais m'arrêter là parce que comme l'a signalé Céline, j'avais une obsession pour les réseaux sociaux et pour Donald Trump. Donald Trump est parti et les jurisprudences relatives à son activité twitteresque sont quasiment derrière nous, donc je pourrais m'arrêter là, mais heureusement j'ai trouvé de nouvelles marottes et je suis très heureux de pouvoir en discuter aujourd'hui avec vous. Donc, je suis très content d'avoir rejoint Obvia. Je suis les travaux de l'Observatoire depuis, je pense, 2 ans, et donc je suis très content de pouvoir être associé à vos réflexions. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir partager une réflexion en cours avec vous parce que la thématique que je vais aborder est en fait au cœur d'un projet d'article qui est en cours d'écriture avec l'un de mes doctorants, Martin Huguin, qui travaille aussi sur les enjeux de droit public et droit du numérique. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis très heureux de pouvoir en discuter parce que j'espère que les échanges que nous allons avoir à la fin de notre présentation vous permettent peut-être d'enrichir mes idées et puis d'avoir un peu plus de recul sur ces quelques intuitions. Ce sont essentiellement des intuitions et je vais d'ailleurs tout de suite lancer le PowerPoint pour que vous ayez un aperçu de ce à quoi vont ressembler ces intuitions. Donc, une conférence que j'ai intitulée peut-être un peu hâtivement Coupure d'Internet et censure de contenu en ligne à la demande des gouvernements, enjeux en droit international. Dès que j'ai commencé à préparer cette conférence, j'ai évidemment eu de nombreux regrets sur les intitulés, notamment sur la notion de demande des gouvernements. Vous allez rapidement comprendre pourquoi.
Et donc, je vais simplement vous indiquer que cette conférence se trouvera à la croisée du droit international, des relations internationales et de l'activité numérique. Donc, je vais essayer de croiser un peu les réflexions en gardant à l'esprit que tout le monde n'est pas nécessairement spécialiste de droit international public. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si à un moment donné, je prends pour acquis des choses qui ne le sont pas. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc à savoir la question des enjeux pour le droit international, de phénomènes de coupure d'Internet, de blocage d'Internet, de blocage ou de censure de contenu à l'initiative ou à la demande des gouvernements. Je voudrais peut-être vous expliquer pourquoi ce sujet m'intéresse et pourquoi j'ai décidé d'y consacrer des recherches et puis de travailler sur l'article avec Martin dans quelques semaines. Eh bien, il me semble que c'est un sujet qui est d'une actualité brûlante. Et pour résumer cette actualité brûlante, vous avez ici sur ce visuel 3 exemples qui correspondent à des situations qui se produisent dans 3 pays dont vous avez peut-être entendu parler. Ce sont des situations qui sont particulièrement médiatisées. Alors, sont concernés l'Inde, la Russie et la Birmanie, qu'on appelle également le Myanmar. Alors, peut-être pour rappeler un peu ce qui s'est passé dans les 3 cas. En ce qui concerne tout d'abord l'Inde, il s'agit de ce conflit qui a opposé les autorités indiennes aux plateformes de réseaux sociaux Twitter et Facebook dans 2 contextes qui se sont un peu superposés, à savoir la crise des fermiers, cette crise sociale qui a affecté une partie de la population indienne en début 2021, et la crise de la gestion de la Covid-19 qui a donné lieu à de nombreuses critiques sur la manière dont concrètement les autorités ont été amenées à prendre des décisions pour sauver la population. Donc ça, c'est la première situation qui a amené les autorités indiennes à exiger de Twitter et Facebook de supprimer un certain nombre de contenus sur les plateformes de réseaux sociaux, dès lors que ces contenus avaient pour objectif de critiquer la gestion par l'Inde à la fois de la pandémie de la Covid-19 et de la crise des fermiers. Donc, concrètement, c'est une situation sur laquelle on aura l'occasion de revenir, mais ça a été l'objet justement de tensions entre les plateformes et les autorités. Les autorités n'ont pas hésité à prendre un certain nombre de législations pour justifier le fait que l'accès aux réseaux sociaux soit limité, ou en tout cas que l'expression soit limitée. Deuxième exemple qui s'inscrit dans le cadre de la crise politique et institutionnelle qui a affecté le Myanmar au début de l'année 2021. La junte militaire a pris le pouvoir et a décidé évidemment de censurer un certain nombre d'activités numériques, et on a pu observer assez rapidement, pendant le coup d'État, si on peut le qualifier ainsi, un blocage d'Internet. Donc, en gros, les réseaux Internet ont été rendus inaccessibles aux populations du Myanmar pendant plusieurs heures, voire pendant plusieurs jours, sans doute pour éviter toute transparence dans finalement ce qui est en train de se dérouler à travers le pays. Et c'est encore une fois des mesures qui ont été très, très médiatisées, y compris au sein de certaines institutions internationales. Je vous en parlerai un peu plus tard en détail. Enfin, l'actualité est vraiment brûlante, le cas de l'élection russe, l'élection présidentielle russe, qui, comme vous le savez peut-être, donne lieu encore une fois à un bras de fer entre les autorités russes et un certain nombre de plateformes. Alors moins les plateformes de réseaux sociaux, qui sont de toute façon en conflit quasiment permanent avec les autorités depuis à peu près 2 ans, voire plus, mais plutôt avec des plateformes qui justement ont des services d'application, des boutiques d'application telles que Apple avec l'Apple Store et Google avec le Play Store. Et dans ce cadre, encore une fois, on a pu constater que les autorités russes ont exigé d'Apple et de Google qu'ils bloquent sur leurs stores respectifs des applications qui avaient été proposées par les opposants au régime actuel, notamment Alexei Navalny, pour empêcher d'une certaine manière l'opposition de se mobiliser à la faveur des élections. Et donc, dans les 3 cas, excusez-moi, on a véritablement assisté à une gradation, en fait, dans la contrainte qui a été opérée par les autorités à l'égard des plateformes et à l'égard du réseau Internet, pour soit concrètement rendre Internet inaccessible, vraiment ce qu'on appelle la coupure d'Internet, le blocage d'Internet, donc pendant plusieurs heures, les gens ne peuvent se connecter à rien, soit pour exiger des plateformes qui concrètement sont les principaux canaux de transmission de l'expression à l'échelle nationale, exiger de ces plateformes qu'elles suppriment des contenus, voire qu'elles rendent certains contenus inaccessibles tant dans le pays qu'en dehors. Et donc, il m'a semblé que ces exemples étaient assez parlants et appelaient peut-être des réflexions en droit international.
Par ailleurs, j'ai été aussi inspiré par les travaux qui sont menés par un certain nombre d'organisations non gouvernementales dont vous avez sans doute entendu parler. Peut-être que des représentants sont présents, peut-être que vous avez l'occasion de lire leur rapport. Il s'agit évidemment de NetBlocks, qui est très présent sur justement le suivi de toutes ces mesures de blocage d'Internet, Access Now, Amnesty International, qui je crois est francisé au Québec, Amnesty International, Freedom House, qui a publié un rapport extrêmement utile il y a quelques jours, que je vous invite à lire, sur la dégradation de l'accès à Internet et de la liberté d'Internet à travers le monde. Donc, toutes ces ONG ont sensibilisé les pouvoirs publics au phénomène de coupure d'Internet et de blocage de contenu à travers le monde, essentiellement sur initiative de régimes considérés comme autoritaires, et c'est d'ailleurs vraiment ces régimes-là qui vont intéresser à titre principal. Évidemment, le travail de certaines personnalités institutionnelles, alors je pense notamment au professeur David Caille, qui est professeur à l'Université de Californie et qui a été rapporteur spécial pour la liberté d'expression et qui, depuis des années, alerte les autorités nationales et internationales sur le phénomène de coupure d'Internet qui devient véritablement un outil destiné, entre les mains des États pour mesurer l'opinion publique. Et d'ailleurs, je permets de signaler que dans la présentation de la conférence, j'avais insisté sur le fait que c'est un phénomène qui était particulièrement marquant depuis une dizaine d'années. Et je suis remonté un peu dans la presse française et internationale pour voir quels étaient les premiers articles, ou en tout cas la période à partir de laquelle on a vraiment constaté l'émergence d'articles parlant de coupure d'Internet. Et on peut remonter à la fin des années 2000, début des années 2010, et déjà constater que des tendances avaient été analysées par un certain nombre d'organisations de la société civile. Alors ici, vous avez un extrait d'un article de France Info, qui indique que déjà en 2012, on considérait que 61 pays étaient particulièrement vulnérables au phénomène de coupure d'Internet, essentiellement parce qu'ils bénéficient d'une connectivité limitée, parce qu'ils sont concrètement géographiquement enclavés, ne disposent pas concrètement d'accords de connectivité particulièrement répandus avec leurs voisins. Donc, tout ça pour dire que c'est un phénomène qui est d'une actualité brûlante, sans être complètement inédit. On observe des coupures d'Internet et des blocages de contenu depuis désormais plus d'une dizaine d'années. En tout cas, c'est un phénomène qui se répand. Et c'est un phénomène qui est loin d'être isolé. J'ai consulté à nouveau les rapports annuels de Freedom House et de NetBlocks pour voir un peu quels étaient les pays considérés comme recourant régulièrement ou fréquemment à la coupure d'Internet, blocage de contenu ou blocage de l'accès aux plateformes des réseaux sociaux, qu'on doit bien distinguer. Et en l'occurrence, force est de constater qu'il existe une vingtaine de pays, dont vous avez une liste non complète ici, qui ont recouru fréquemment ou ponctuellement à des coupures d'Internet au cours de l'année écoulée. Donc, on n'est pas sur des phénomènes qu'on étudie sur 5 ou 10 ans. Ça veut dire que concrètement, sur 2020-2021, on a plus d'une vingtaine de pays qui ont soit bloqué l'accès à Internet, soit bloqué l'accès des utilisateurs à certaines plateformes. Et vous avez une liste qui n'est pas forcément une liste d'élèves modèles: Azerbaïdjan, Bangladesh, Biélorussie, Chine, Cuba, Indonésie, Kyrgyzstan, Myanmar et autres. Et je vous invite, je vous donnerai si vous souhaitez les références. Je pourrais peut-être faire une liste des sources que j'ai utilisées puis la transmettre aux organisatrices si elles souhaitent les diffuser aux personnes qui ont assisté à la conférence, mais je pense que vous pourrez les trouver assez facilement. Donc, un phénomène qui est d'une actualité brûlante, un phénomène qui est loin d'être nouveau ou inédit, et un phénomène qui est répandu dans un certain nombre de pays sur plusieurs continents. Donc, c'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant de m'intéresser à ce phénomène et de l'étudier du point de vue du droit international. Et comme effectivement, on pourrait considérer que le sujet est très large, parce que si on commence à s'intéresser à la modération de contenu, au blocage de contenu, dans ce cas-là, on peut aussi commencer à s'intéresser aux législations peut-être canadiennes, françaises et belges qui portent sur la modération de contenu considéré comme haineux ou comme faisant l'apologie du terrorisme. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'intéresser à un contexte particulier de blocage de l'accès à Internet ou concrètement de suppression de contenu, qui est celui concrètement d'instabilité de nature variée. Alors, par exemple, des crises politiques, telles que celle qui affecte la région du Cachemire, à cheval entre l'Inde et le Pakistan, ou le Myanmar que j'ai mentionné il y a quelques instants, de la gestion de la situation sanitaire, notamment dans le cas de la crise de la Covid-19, donc c'est ce qui s'est passé avec l'Inde. Dans le cadre de périodes électorales, c'est le cas de figure qui me semble être le plus répandu, alors notamment sur le continent africain, Tanzanie, RDC, Ouganda, Guinée et d'autres pays dont je pourrais parler tout à l'heure.
Dans le contexte de violence ou de contestation populaire, alors généralement liées à des catastrophes, des crises économiques ou à un acte qui a pu choquer la population, alors là on pense évidemment à Cuba ou à l'Iran. Et enfin, un peu un inclassable sur lequel je pense que je mènerai peut-être des réflexions un jour, mais c'est peut-être pas le cœur de cette conférence. Coupure d'Internet dans le contexte d'examen. C'est vrai qu'à la faveur de mes recherches, j'ai découvert que l'Algérie coupait régulièrement Internet lorsque étaient organisés les examens, notamment des examens nationaux tels que le baccalauréat, pour éviter des phénomènes de fraude. Alors voilà, on ne fait pas dans la dentelle, les examens ont lieu, on va couper toutes les plateformes de réseaux sociaux pour être sûr qu'il ne puisse pas y avoir de fraude, que les sujets ne puissent pas circuler. C'est pas forcément une situation de crise, mais ça peut montrer, en tout cas, c'est le mérite de montrer que finalement la manœuvre peut être utilisée de façon extrêmement radicale, voire zélée. Donc voilà pour les raisons pour lesquelles ce sujet m'a intéressé. Je me dois évidemment de partager avec vous une définition qui circule pas mal de la coupure d'Internet. Alors, c'est une définition que l'on trouve généralement sur le site de l'Internet Society, mais il faut préciser que cette définition a été établie à partir des travaux d'une ONG qui s'appelle Access Now. Et celle-ci, elle fait référence, c'est un peu cette logique-là que je vais suivre, à une perturbation intentionnelle des communications basée sur Internet qui les rend inaccessibles ou inutilisables de fait pour une population, un lieu, un mode d'accès spécifique, souvent à des fins de contrôle du flux d'informations. Elles peuvent se produire, ces coupures, à un niveau national. Dans ce cas-là, effectivement, seuls les utilisateurs situés sur le territoire sont affectés, mais parfois cela peut avoir des conséquences internationales. On peut imaginer par exemple le cas de figure d'un détournement BGP, Border Gateway Protocol, qui va, comme c'est arrivé en 2008 ou en 2018, avoir un impact sur l'accès à Internet à l'échelle internationale. Et alors justement, c'est la formulation de cette définition qui m'a amené à élargir un peu le champ du sujet, à ne pas me limiter à ce qu'on appelle strictement la coupure d'Internet, parce que lorsqu'on parle de rendre Internet inaccessible ou inutilisable de fait pour des populations, il faut garder à l'esprit que dans certains pays, Internet, concrètement, c'est Facebook. Je pense au cas du Myanmar, je pense au cas de certains pays africains qui ont bénéficié du programme internet.org de Facebook et qui concrètement, pour utiliser Internet, vont utiliser Facebook. Ce qui veut dire que lorsqu'ils n'ont plus accès à Facebook, ils n'ont plus accès à Internet et ne sont plus en mesure de communiquer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de parler un peu des deux thèmes. On pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure. Il me semble que les raisonnements ne sont pas complètement les mêmes, mais en termes de finalité, il y a véritablement une intention de l'État de limiter les flux de communication et finalement les flux d'informations à l'échelle nationale, voire internationale. Enfin, un dernier point avant d'entrer un peu dans la présentation de ces mesures, peut-être sur cette idée de demande que j'ai employée dans le titre de la conférence. Il faut vraiment envisager ce terme de demande dans son champ sémantique le plus large. Finalement, lorsqu'on parle de demande, on pourrait aussi bien envisager une requête, une injonction, un ordre, une menace, voire une intimidation visant à obliger un prestataire, une plateforme ou un fournisseur d'accès à limiter l'accès à un contenu. Et là, on en a un exemple, encore une fois, assez récent, c'est celui du conflit entre l'Inde et Twitter, dans le cadre de la gestion de la crise du Covid, où justement, il a été démontré que les autorités indiennes ont exercé des pressions sur le personnel indien de Twitter pour l'amener à se soumettre aux demandes de suppression de contenu ou de blocage d'accès à des contenus. Donc, quand je dis demande, finalement, ce serait plutôt à l'initiative et il faut envisager demande de la façon la plus diplomatique du monde, à savoir dans toute sa richesse sémantique. Voilà. Alors, maintenant que ces éléments de contexte sont présentés, ils permettent de savoir un peu de quoi nous allons pouvoir discuter ensemble. Peut-être expliquer pourquoi la question du blocage de l'accès à Internet ou finalement aux informations en ligne se prête à une réflexion sous l'angle du droit international, alors notamment ce qu'on appelle le droit international des droits de l'homme ou le droit international des droits humains, selon l'angle retenu. En ce sens, je voudrais attirer votre attention sur un ouvrage qui me semble particulièrement enrichissant. C'est l'ouvrage de la professeure Zeynep Tufekci, qui est une universitaire américaine d'origine tunisienne, qui écrit très très souvent justement sur les activités numériques et qui nous rappelle quelque chose qui peut sembler évident, mais qu'on a tendance à oublier, c'est que à la faveur des printemps arabes, on a appris que Internet, les plateformes, les réseaux sociaux
pouvait être un outil particulièrement utile aux militants, aux mouvements de la société civile pour se structurer, pour se fédérer, pour s'organiser et pour organiser leurs manifestations. Et sans doute que les printemps arabes n'auraient pas pu se dérouler comme ils l'ont fait sans l'accès des citoyens et citoyennes à Facebook, à Twitter, à WhatsApp et un certain nombre d'autres plateformes. Et donc concrètement, Internet est un outil qui permet aux citoyens, citoyennes, aux membres de la société civile, aux ONG de se fédérer. Donc ça devient un espace de diversification des espaces de mobilisation, certes sur des plateformes qui sont contrôlées par le secteur privé, mais surtout c'est un outil de réunion, d'expression, de diffusion et j'irai même plus loin, de transparence sur les activités menées par les pouvoirs publics, notamment par les forces de l'ordre, sur certaines violences qui peuvent être réalisées. Donc, il est essentiel, il a été essentiel, que ce soit sur la place Tahrir en Égypte ou sur la place Gezi en Turquie, de pouvoir s'appuyer sur Internet pour relater ce qui se passait sur le terrain et pour permettre aux organisations de la société civile de s'organiser. Cette capacité de mobilisation sur Internet, elle a été appréhendée avec plus ou moins de, si j'ose dire, de jugeote par les autorités. On a eu deux cas de figure. On a eu le cas de figure, alors peut-être de l'Égypte, où le dirigeant de l'époque, Hosni Moubarak, a sous-estimé Internet et sous-estimé l'ampleur des mobilisations en ligne en se disant, bon, finalement, ce qui se passe sur Internet n'a aucune valeur, ne représente pas une menace, et donc on va les laisser faire ce qu'ils veulent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans les rues. Mais à l'opposé, certains régimes, je pense notamment au régime de Ben Ali en Tunisie, ont très rapidement considéré qu'Internet pouvait représenter une menace dès lors que les services proposés par Internet permettaient aux populations de se mobiliser et de s'organiser. Et c'est la raison pour laquelle, dès le début des années 2010 et dans le cadre des printemps arabes, on a commencé à assister à une multiplication de mesures de contraintes sur l'initiative des gouvernements pour empêcher les citoyens et citoyennes de se mobiliser grâce aux réseaux sociaux ou grâce à leur email ou à d'autres services. Et alors, je fais ici référence au scandale Anmar. Si vous ne le connaissez pas, ça a été finalement l'une des premières crises ayant opposé Facebook à un État, en l'occurrence la Tunisie. Que se passait-il? Les autorités, pour museler l'opinion publique, et notamment les militants, procéder à ce qu'on appelle finalement du vol de mot de passe. Donc c'était ça le programme Anmar, c'était le vol de mot de passe pour pouvoir ensuite fermer les comptes et les pages créées par les organisations de la société civile et par les militants. Donc en gros, on supprimait des profils, on supprimait des pages, on supprimait des groupes et cela empêchait les groupes de se fédérer, sauf à évidemment se déplacer sur d'autres plateformes ou à utiliser des plateformes de messagerie, ce qu'ils ont commencé à faire. Donc concrètement, ça veut dire que dès le début des années 2010, certains régimes, notamment dans le cadre de l'Afrique du Nord, ont commencé à estimer qu'Internet devait être bloqué ou devait voir son accès limité pour empêcher la société civile de s'organiser, portant nécessairement atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de réunion, à la liberté de rassemblement pacifique. Donc ça, c'est le cas Anmar qui montre que les pays concernés ou affectés par ces mobilisations en ligne ont plus ou moins perçu Internet comme une menace. À partir de là, on a pu observer une variété de mesures de restriction, là j'utilise le terme de façon un peu englobante, des mesures de restriction prises par différents régimes à travers le monde pour justement, on pourrait dire gentiment et diplomatiquement, réguler la parole publique ou réguler le débat public, en réalité pour empêcher l'opinion publique d'être informée de certains faits, de s'organiser, de communiquer ou concrètement de faire passer des informations vers l'extérieur, donc vers la société internationale. Donc on a assisté au développement d'une variété de mesures de restriction visant Internet et ses services. Alors, il y a la désormais classique coupure physique ou technique d'Internet, qui a notamment été employée un peu tardivement en Égypte et puis dans un certain nombre d'autres pays dont je vous ai donné la liste tout à l'heure. Bon, alors là, c'est particulièrement sophistiqué. On fait dans la dentelle, on arrive, il y a le câble de fibre optique qui sort de l'océan, on va le couper, on se dit, bon, bah, comme ça, au moins, c'est réglé, il n'y aura pas accès à Internet pendant quelques jours, et puis le temps que ça soit réparé, on aura trouvé un moyen de calmer l'opinion publique. Donc, coupure physique ou coupure technique d'Internet, en passant par les fournisseurs d'accès, notamment lorsqu'il n'y en a qu'un seul ou deux qui sont contrôlés par le gouvernement. La réduction de débit, volontaire ou involontaire, c'est un cas de figure qui s'est présenté, alors ça je l'ai appris assez tardivement en Guinée en 2020,
Alors, généralement, il ne s'agit pas tellement de couper l'accès à Internet, mais de surveiller les activités sur Internet, ce qui a pour effet de créer une réduction de débit et donc concrètement d'entraver les activités de la société civile. La modération humaine ou algorithmique par les opérateurs de plateforme, bon, bah là, on est dans l'hypothèse d'une demande, d'une requête adressée par les autorités aux plateformes elles-mêmes. Bon, voilà, on veut que vous coupiez l'accès des citoyens à nos services, on veut que vous bloquiez tel mot, tel hashtag, tel mot dièse, tel type de contenu, et voilà, si vous ne le faites pas, vous serez sanctionné. Et donc, finalement, le contenu lié à un événement ou à un fait va disparaître de facto des réseaux sociaux, comme s'ils n'avaient jamais existé. Donc ça, ce sont pour les mesures qui visent stricto sensu à bloquer l'accès au contenu ou bloquer l'accès à Internet. Et puis, on a pu assister à l'émergence, pas si récente que ça, de procédés qui, tout en n'étant pas de la coupure d'Internet ou du blocage de contenu, vont avoir les mêmes finalités. Donc en gros, empêcher une information d'être connue, de circuler sur les réseaux sociaux. Alors, premier cas de figure, c'est ce que j'appelle, peut-être que l'expression a déjà été employée, le déclassement du contenu. C'est un cas de figure qui a été observé en Chine, notamment dans le cas de la crise de la Covid-19. Il s'agit de faire en sorte de noyer un contenu critique grâce à un déluge de contenu alors, qui émane soit du personnel du gouvernement, soit parfois de ce qu'on appelle les trolls, les fameuses armées de trolls dont on a découvert l'existence à la faveur des élections américaines, telles que l'IRA, donc l'armée Internet russe ou les trolls macédoniens, qui sont rémunérés par le gouvernement pour finalement produire un déluge de contenu qui va noyer les informations cruciales ou pour harceler de façon ciblée les utilisateurs qui veulent partager du contenu. Donc, on ne bloque pas Internet, mais d'une certaine manière, on étouffe le contenu de sorte de le rendre invisible. Autre moyen qui relève un peu de la zone grise, il s'agit, comme l'a fait le président Erdogan en Turquie, ou comme ça a été le cas en Inde cette année, de remettre en cause la légitimité de la plateforme, généralement avant d'exiger que des contenus soient supprimés. Alors, par exemple, c'est ce qui s'est passé dans le cas de l'Inde et de la Turquie, en affirmant que la plateforme était un vecteur de désinformation, qu'elle était aux mains de puissances étrangères, que le but de la plateforme était de nuire à la légitimité de l'État et concrètement d'interdire son utilisation sous peine de sanctions. Donc là, on ne va pas bloquer le contenu, mais on va montrer que l'utilisation du contenu est interdite et peut donner lieu à des sanctions, ce qui va inciter les utilisateurs à s'abstenir de publier de peur d'avoir finalement une sanction pénale dans la foulée. Et enfin, j'en parlais tout à l'heure, autre méthode alternative, alors là c'est encore plus compliqué parce que généralement lorsqu'il y a un détournement BGP, les États vont dire c'était un accident, ce n'est pas nous, ce n'est pas imputable aux autorités gouvernementales. C'est qu'en gros, il s'agit de réorienter le trafic Internet dans une mauvaise direction, vers une impasse, pour faire en sorte que les utilisateurs du territoire concerné ou de l'extérieur, lorsqu'ils souhaitent se rendre sur une page identifiée, une page spécifique, se retrouvent sur une autre page, une page qui va répliquer l'apparence du site d'origine, mais en offrant un contenu totalement différent. Et c'est la raison pour laquelle j'ai l'impression quand même que lorsqu'on s'intéresse au phénomène de blocage d'Internet et de blocage de l'accès au contenu, il ne faut peut-être pas se limiter à la nature de la mesure de la restriction, mais plutôt à la finalité. C'est un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, enfin, c'est un peu là que j'en suis resté, je serais très heureux d'en discuter avec vous. Concrètement, plus que le procédé qui va être employé par le gouvernement pour empêcher le flux de communication, le flux d'information, c'est peut-être la finalité qui est importante, à savoir la restriction. Faire en sorte que les citoyens d'ici ou d'ailleurs ne puissent pas accéder à un contenu, ne puissent pas échanger sur un contenu, ne puissent pas se mobiliser, ne puissent pas relater des faits. Donc, que se passe-t-il si on essaie de synthétiser un peu les différents cas de figure, les centaines de mesures qui sont prises par les États depuis 10 ans et qui visent justement à limiter l'accès au contenu? Si l'on s'attache aux finalités alléguées, généralement, elles sont assez classiques, ce sont des finalités qu'on trouve dans de nombreux autres domaines. Il s'agit de protéger l'ordre public, de garantir la sécurité nationale, de lutter contre le terrorisme. Alors, évidemment, lutter contre le terrorisme, ça implique de définir ce qu'est une organisation terroriste et les terroristes des uns ne sont pas nécessairement les terroristes des autres. Ça nous amène à la question de savoir si, par exemple, du point de vue de la Turquie, les Kurdes pourraient être considérés comme des terroristes ou pas, ou si les Ouïghours, du point de vue de la Chine, sont considérés comme des terroristes ou pas.
protection de la culture, d'une religion, d'une figure politique ou historique, et évidemment, c'est de plus en plus fréquent, la lutte contre la désinformation. Donc ça, ce sont les finalités qui sont généralement mises en avant par les États pour restreindre l'accès à Internet, que ce soit par le biais d'un blocage d'Internet, d'une coupure ou d'un blocage d'une plateforme identifiée. Le problème, c'est que lorsqu'on s'attache à étudier les rapports d'organisations non gouvernementales, les rapports d'organes de traité onusiens ou régionaux, force est de constater que les finalités sont toutes autres, ou en tout cas qu'il y a justement une juxtaposition de finalités alléguées ou réelles. Bâillonner l'opinion, je suis un peu violent quand je le dis, mais concrètement, c'est un peu l'idée, décrédibiliser un mouvement civique ou politique, contribuer à la désorganisation d'un rassemblement. S'il n'y a pas Internet, les gens ne sauront pas où se retrouver et donc ils auront du mal à se retrouver, sauf à se croiser dans les rues, ou influencer le cours d'une campagne, voire endiguer des violences en réaction aux résultats, comme cela s'est produit à de nombreuses reprises sur le continent africain, notamment ces dernières années, avec les exemples que j'ai mentionnés de la Guinée. Donc, on peut même concrètement bloquer l'accès à Internet aussi bien pendant la campagne électorale qu'à l'issue de la campagne électorale, lorsqu'on estime que les résultats vont susciter des insatisfactions à l'échelle nationale, voire internationale. Et vous voyez, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'une certaine manière, je regrettais un peu mon titre, parce que oui, lorsqu'on parle de coupure d'Internet et de censure de contenu en ligne, on parvient à appréhender une grande partie des procédés qui sont employés par les gouvernements pour finalement limiter l'accès à une ressource, la ressource en ligne. Mais finalement, j'en arrive à me demander s'il ne faudrait pas, du point de vue du droit international, raisonner en termes de finalité, à savoir par une variété de mesures, un État ou une autorité va vouloir empêcher les individus, la société civile, les mouvements de s'organiser, de communiquer, de se réunir, de s'exprimer concrètement. Alors ça, c'est simplement pour un exemple que j'ai mis ici sur l'invocation de la lutte contre la désinformation et contre les fake news dans la législation de certains pays pour justement bloquer l'accès à certains services. C'est devenu une source de préoccupation pour Amnesty International, qui consacre de plus en plus de travaux et de rapports à ce type de procédé. On a eu un exemple, notamment en Algérie et au Maroc, dans le cadre de la gestion de la crise de la Covid-19, de mesures visant à la censure de contenu en ligne sous couvert de lutter contre la désinformation, notamment la désinformation d'un point de vue sanitaire. Donc ça, c'est simplement un exemple que je voulais vous donner pour avoir quelque chose peut-être d'un peu plus concret. Donc voilà, vraiment un raisonnement par les finalités. Et je me dis que dès lors qu'on raisonne par les finalités, peut-être qu'il est plus facile d'appréhender le phénomène du point de vue du droit international. Parce que concrètement, et là je me repositionne vraiment en tant que juriste de droit international public, la question de la coupure d'Internet ou de la coupure d'accès à Internet n'est pas appréhendée par les instruments internationaux ayant une portée contraignante. Ou en tout cas, elle ne l'est pas encore, ou en tout cas pas de façon directe. Pourquoi? Et là, je partage avec vous un certain nombre d'intuitions. C'est que si on raisonne de façon très classique, là je vais faire mon conservateur, on va imaginer que je sois un juriste internationaliste qui ne s'intéresse pas aux questions numériques. Mon premier réflexe serait d'affirmer que finalement, couper l'accès à Internet, à la ressource numérique sur le territoire d'un État, relèverait de sa souveraineté, de sa souveraineté au sens du droit international. Souveraineté qui est consacrée par un certain nombre d'instruments, Charte des Nations Unies, mais aussi par le droit coutumier. Et donc, en gros, la souveraineté de l'État sur son territoire et à l'égard de la population qui se trouve sur son territoire est pleine, entière et exclusive. Sous-entendu, ce serait de façon discrétionnaire qu'un État pourrait être amené à décider de couper les flux d'informations sur son territoire en s'appuyant sur des considérations liées à la sécurité nationale ou à l'ordre public. Donc, évidemment, si on appréhende vraiment la coupure d'accès à Internet sous l'angle de la mesure physique ou technique qui est prise, le réflexe que pourraient avoir les États, et puis certains juristes, serait de répondre oui, mais souveraineté de l'État, exercice de prérogatives régaliennes, ce sont des compétences qui sont reconnues par à l'État de façon ancestrale, et donc concrètement, l'État a tout à fait le droit à un moment donné d'estimer qu'Internet ne doit pas circuler sur son territoire, donc en gros, il n'est pas possible d'accéder à Internet. Dans ce cas-là, ça veut dire que les seules entités, finalement, le seul angle sous lequel on pourrait protéger l'accès à Internet serait sous l'angle économique, alors, notamment ce qu'on appelle le droit des investissements internationaux, qui protège, en l'occurrence, des opérateurs étrangers
lorsqu'ils mènent une activité économique sur le territoire de l'État qui ici aurait coupé Internet. Et donc là, on peut tout à fait imaginer qu'un certain nombre d'entreprises de télécommunications ou des plateformes proposant des services numériques pourraient activer des mécanismes de droit international économique, donc des mécanismes de droit des investissements internationaux, en alléguant que l'État a nui à leurs droits et leurs intérêts, alors que ces droits et intérêts sont protégés par des traités d'investissement. Mais à part ça, concrètement, ce serait difficile de justifier, d'affirmer l'illicéité du blocage d'Internet du point de vue du droit international. En revanche, si l'on raisonne du point de vue des finalités, et des personnes ou groupes de personnes qui peuvent être affectées par les mesures en question, eh bien là, tout de suite, on peut être amené à mobiliser les instruments du droit international, les droits de l'homme ou des droits humains, notamment tous les textes qui sont relatifs à la protection de la liberté d'expression ou à la liberté de réunion ou de rassemblement. Et c'est sans doute l'angle qui est privilégié aujourd'hui à l'échelle internationale, à savoir la mobilisation des articles du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Alors, pourquoi est-ce que ces articles sont mobilisés et pourquoi est-ce que, a priori, c'est la voie qui va être privilégiée dans les années à venir en attendant autre chose? Eh bien, tout simplement parce que, j'ai reproduit en mesure du possible les articles sans être trop long. Article 19, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, ce point est important quand on parle d'Internet, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou pas tout autre moyen de son choix. On considère que l'article 19, bien qu'il soit daté, en l'occurrence des années 60, s'applique pleinement à Internet. Ce n'est absolument pas contesté aujourd'hui, ou alors uniquement par des États qui seraient de mauvaise foi. D'autant que cet article 19 a été interprété, ou en tout cas précisé, par une observation générale du Comité des droits de l'homme, une observation générale numéro 34, qui date de 2011, et qui est réputée aujourd'hui s'appliquer à la sphère des activités numériques, à la sphère Internet. Donc concrètement, toute mesure qui serait prise grâce à l'outil numérique ou à l'encontre de l'outil numérique pour empêcher des individus ou groupes d'individus de s'exprimer, rechercher, recevoir et répandre des informations, constituerait finalement une atteinte portée à l'article 19. Autre intuition, et là j'étais très content de voir qu'en fait mon intuition, en fait, les gens y avaient pensé avant moi et que finalement je n'avais absolument pas été aussi original que je le pensais, l'article 21, à savoir finalement l'exercice du droit de se réunir et de se rassembler paisiblement. Il est indiqué, donc là je n'ai pas reproduit l'article en entier parce qu'il est un peu long, que l'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, sûreté publique, ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publique ou les droits et libertés d'autrui. Donc évidemment, cet article il est aussi intéressant parce que certes, à l'instar de certains instruments régionaux de protection des droits de l'homme, il prévoit les modalités de la limitation de ce droit. Oui, on peut limiter la liberté de réunion, mais en respectant une certaine proportion. Finalement, une proportion que l'on retrouve aussi dans les systèmes régionaux africains ou européens. Donc, ça serait la première intuition. Concrètement, il suffirait d'utiliser ces instruments, en tout cas, il faudrait privilégier ces instruments pour condamner les mesures visant à bloquer l'accès aux ressources numériques. Donc, ça serait du point de vue de l'État. Alors, la question se pose alors de savoir si, du point de vue du droit international, on peut aussi appréhender le comportement de l'acteur privé, la plateforme de réseau social, le fournisseur d'accès, qui a participé ou qui a contribué ou qui a permis la mesure technique ou physique de mise en œuvre du blocage d'Internet. Alors là, c'est quand même assez compliqué parce qu'on est essentiellement sur du droit souple. Généralement, on va aller chercher du côté des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises, notamment le principe numéro 11, les entreprises devraient respecter les droits de l'homme, donc éviter de porter atteinte aux droits de l'homme et remédier aux incidences négatives sur les droits de l'homme dans lesquelles elles ont une part, mais on est sur du droit incitatif, du droit souple, et concrètement, seules les entreprises qui accepteraient de reconnaître les principes directeurs devraient s'y soumettre et donc devraient s'abstenir de prendre des mesures visant à nuire aux articles, par exemple, 19 ou 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais donc voilà, encore une fois, c'est de la soft law,
Et cela signifie que finalement, on ne peut se reposer que sur la bonne volonté de ces entreprises et peut-être sur les standards qu'elles ont pu adopter à l'échelle interne, les standards de la communauté ou leurs standards éthiques, leurs valeurs, si elles en ont, qui leur interdiraient ou par lesquels elles s'interdiraient de bloquer l'accès à certains contenus. On a pu voir que ça n'a pas très bien marché ces derniers mois. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis pas très optimiste. Alors, donc ça, ce sont des intuitions que je souhaitais formuler. Et maintenant, je voudrais voir de quelle manière elles sont ou ont été mises en œuvre à l'échelle internationale. En gros, est-ce que ces instruments ou ces raisonnements sont mobilisés à l'échelle internationale lorsqu'on assiste à un phénomène de blocage? Alors, l'Union européenne est souvent au premier plan lorsqu'elle constate ou lorsqu'elle observe des phénomènes de coupure d'Internet, particulièrement sur le continent africain. Ici, vous en avez un exemple relativement récent qui date de 2019 et qui constitue une réaction de l'Union européenne, mais aussi d'un certain nombre de pays alliés, notamment des États-Unis, dans le cadre d'une coupure d'Internet en RDC, donc République démocratique du Congo, dans le contexte des élections. Et là, immédiatement, on a une réaction institutionnelle, une réaction d'une partie de la société internationale, essentiellement occidentale, pour critiquer cette mesure qui a été prise, mais avec une certaine réserve, parce que, sauf si j'ai raté une partie du communiqué, il n'est pas fait état d'une violation du droit international, de violation de standards de droit international, donc du simple fait d'avoir coupé Internet. On considère que ça porte atteinte aux intérêts de la population, mais on ne parle pas explicitement de droit international. Autre exemple de réaction, on monte un peu d'un cran. 2021, Internet coupé en Birmanie par la junte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Un certain nombre de membres de l'Organisation des Nations Unies décident de se mobiliser, de réagir, et choisissent plutôt l'angle de l'attaque menée par les autorités contre les médias, en considérant qu'il s'agit de restreindre l'accès à l'information et le ciblage des journalistes locaux. Donc, en gros, les mesures ont été prises pour empêcher les journalistes et les médias de s'exprimer. Donc, on passe plutôt finalement par les prérogatives des médias et des journalistes, mais sans mobiliser explicitement, ou en tout cas insister sur le côté droit international et droits humains. Pour autant, on commence à assister depuis, je dirais, quelques mois, peut-être depuis 2020-2021, à une mobilisation plus prégnante des instruments internationaux de garantie des droits humains pour critiquer ou pour dénoncer les mesures ayant la finalité de couper l'accès à l'information des citoyens ou des communautés d'individus. Alors, ici, l'exemple le plus prégnant, et je suis très content que cet exemple se soit matérialisé après que j'ai accepté de faire l'intervention, comme ça m'a permis de faciliter mon travail, c'est l'exemple du rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique, à la liberté d'association. Alors, le communiqué est extrêmement long et donc j'ai dû sélectionner un peu le point qui me semblait important. On commence à changer un peu d'angle d'attaque, on commence à insister davantage sur les libertés garanties à l'échelle internationale et puis aussi sur la dimension économique de la coupure d'Internet. En l'occurrence, le rapporteur spécial qui certes par ses propos n'engage pas l'Organisation des Nations Unies, mais qui est quand même censé avoir une autorité en matière d'interprétation ou d'éclairage sur le pacte, nous rappelle, et là c'est peut-être le paragraphe qui se trouve au milieu, que si le droit de réunion pacifique n'est pas absolu, les coupures d'Internet ne remplissent pas toutes les conditions d'une restriction légitime de ce droit. Et il précise, les fermetures d'Internet ne violent pas seulement les droits de l'homme, elles constituent également des atteintes à des droits économiques, notamment dans le contexte de la pandémie. Et là, on constate quand même que l'angle d'attaque est en train de changer. Plutôt que de se limiter à une critique portant sur le manque de transparence, sur l'atteinte qui est portée au débat public, sur l'atteinte qui est portée aux droits ou aux intérêts des populations, on commence vraiment à raisonner du point de vue des instruments internationaux de protection des droits fondamentaux, mais aussi d'un point de vue économique, en considérant qu'une coupure d'Internet va nécessairement avoir des répercussions sur les opérateurs économiques, déjà à l'échelle nationale, mais également sur des opérateurs économiques qui ont une activité internationale et qui grosso modo, vont voir leurs activités gelées pendant une journée, 2 jours, voire plus, sur un territoire donné, voire plus, si la coupure affecte une région entière. Ajoutons à cela que, bien avant cette opinion exprimée par le rapporteur spécial, en 2016, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution. Alors, résolution certes non contraignante, mais résolution qui est censée éclairer sur l'interprétation qui va être faite de certains instruments
que j'ai mentionné tout à l'heure, notamment le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et en 2016, une résolution est adoptée intitulée « Promotion, protection et exercice des droits de l'homme sur Internet ». Et au paragraphe 10, cette résolution condamne sans équivoque les mesures qui visent à empêcher ou à perturber délibérément l'accès à l'information ou la diffusion d'informations en ligne en violation du droit international des droits de l'homme et invite tous les États à s'abstenir de telles pratiques et à les faire cesser. Et là, justement, c'est ça qui m'a amené à cette réflexion sur la finalité, parce que plutôt que de prendre le risque d'essayer d'énumérer le type de mesures qui pourraient être considérées comme constituant une violation du droit international, sont ici condamnées les mesures qui visent à empêcher ou perturber l'accès à l'information ou la diffusion d'informations en ligne. Et c'est peut-être ça, finalement, le cœur de ce qui nous intéresse. Ce n'est pas tellement la mesure technique ou physique qui va être prise par les autorités que l'objectif de cette mesure. Et ici, cette résolution est prise sur la base d'un corpus de textes qui est présenté comme d'une certaine manière, consolidant le droit des individus d'accéder à Internet. J'ai essayé de surligner, ou en tout cas de souligner les intitulés des résolutions ou des opinions pour que vous puissiez les identifier. Donc, un certain nombre de résolutions adoptées par la Commission des droits de l'homme, par le Conseil des droits de l'homme. Il est fait référence un peu plus loin, tout n'est pas reproduit, à des résolutions adoptées par l'Assemblée générale, certes non contraignantes, mais qui rappellent que le droit d'accès à Internet est protégé, ou en tout cas a vocation à être protégé en droit international. Et finalement, tout ceci nous amène à la conclusion que on va peut-être assister à l'émergence des premières juridictions internationales ou régionales qui vont condamner un État pour avoir adopté des mesures de coupure d'Internet. Et justement, on en a un exemple qui date de 2020, peut-être qu'il y en a d'autres, je ne les ai pas encore complètement énumérés. C'est une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, donc la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, donc une jurisprudence qui date de juin 2020, une plainte initiée contre le Togo par un certain nombre d'organisations de la société civile, incluant Amnesty International, et qui fait suite à une coupure d'Internet réalisée par le Togo pendant plusieurs heures. Et donc, concrètement, les requérants estimaient qu'il s'agissait d'une violation du droit international des droits de l'homme, et plus spécifiquement du droit régional, en l'occurrence le droit tel qu'il est protégé par la Charte africaine, et qui donc protège sensiblement les mêmes droits que les articles des PIDCP et des PIDESC. Et là, en l'occurrence, le Togo est condamné pour avoir coupé Internet dans un contexte spécifique qui a nui aux requérants, donc à savoir un certain nombre d'associations, mais aussi à des individus dans le contexte d'une crise institutionnelle. Et en l'occurrence, il est considéré que cela constitue une atteinte à la liberté d'expression pourtant protégée par la Charte africaine. Et là, l'idée est relativement claire, c'est qu'il est possible, en tout cas il va bientôt devenir possible, il devient progressivement possible de saisir une juridiction régionale pour faire constater qu'un État a sciemment coupé l'accès à Internet et de ce fait a porté atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de réunion ou à la liberté de rassemblement. Donc c'est peut-être la piste qui doit être privilégiée lorsqu'on s'intéresse aux phénomènes de coupure Internet et lorsqu'on veut les appréhender sous l'angle du droit international. C'est un peu la conclusion à laquelle j'en suis arrivé à ce stade, que finalement, c'est surtout par le biais de la liberté d'expression, d'opinion, la liberté d'association et de réunion que peut être appréhendée en droit international une mesure relevant de la coupure d'Internet, du blocage d'Internet ou du blocage de l'accès à une ressource spécifique. Et d'ailleurs, depuis quelques années, les médias affirment assez régulièrement que l'accès à Internet serait un nouveau droit de l'homme, certes bafoué, mais qu'on pourrait le reconnaître comme un droit de l'homme sur la base des résolutions qui ont été adoptées par les organes de traité, notamment par les organes onusiens. Donc voilà la conclusion à laquelle j'en suis arrivé et sur laquelle j'aimerais pouvoir discuter avec vous dans quelques minutes. Alors peut-être simplement, avant de finir, des zones grises qui nous montrent que on est loin d'avoir réglé le problème. Au contraire, on ne fait que découvrir, d'avoir un aperçu des mesures qui vont pouvoir être mobilisées par les États pour restreindre l'accès de leurs ressortissants et de leurs résidents à des contenus en ligne. Évidemment, le premier exemple auquel je pense,
c'est ce que certains auteurs appellent le phénomène de reterritorialisation d'Internet. Alors, on parle aussi parfois de balkanisation des réseaux. Il s'agit concrètement de toutes les mesures techniques qui permettent à des États de territorialiser Internet pour façonner un Internet qui soit conforme à leurs valeurs, à leur constitution, aux impératifs qu'ils souhaitent privilégier. Alors, il y a des exemples qui sont extrêmement connus, celui de la Chine qui est dans un processus de construction d'un réseau quantique dans le cadre de son programme de la Grande Muraille de Chine numérique, avec sa loi sur la cybersécurité qui date de 2017. On pense évidemment au cas de la Russie avec les législations qui ont été adoptées en 2014 et 2017 pour obliger les plateformes à se localiser sur le territoire pour pouvoir mieux contrôler le contenu. Et force est de constater que l'Iran, dont on observait les mesures avec sarcasme au début des années 2010, parce qu'en 2010, l'Iran affirmait pouvoir développer son propre Internet fermé avec un contenu contrôlé, arrive aujourd'hui à limiter l'accès d'une grande partie de ses citoyens à un Internet iranien, qui est en français appelé le Réseau national de l'information, et qui est en grande partie coupé du reste du monde. Alors, comment est-ce que ça se matérialise? En fait, un peu par un recours à des rustines. Il s'agit concrètement d'interdire aux utilisateurs et utilisatrices d'accéder à des sites Internet qui sont hébergés à l'étranger, de les contrôler grâce notamment à la facture électronique, la facture téléphonique, pour déterminer s'ils ont eu recours à des plateformes ou à des services qui se trouvent à l'étranger, et de les menacer de sanctions ou tout simplement de majoration de coûts s'ils utilisent des plateformes étrangères. Et donc, que se passe-t-il? Mathématiquement, les utilisateurs privilégient les plateformes in-house, donc les plateformes iraniennes, les services iraniens, ce qui permet en fait à l'Iran de contourner toute réflexion qu'on pourrait avoir sous l'angle de la liberté d'expression par rapport au blocage, parce qu'il ne s'agit plus tellement d'un blocage, il s'agit tout simplement de recréer une autre forme d'Internet qui est tellement conforme en fait, aux objectifs des autorités iraniennes qu'ils n'ont même plus besoin de le censurer, parce que finalement, elles ont le contrôle sur l'ensemble des infrastructures. Donc ça, c'est vrai que, évidemment, ce processus doit être considéré comme préoccupant. C'est peut-être l'évolution naturelle ou la prochaine étape dans les démarches adoptées par les États pour contrôler l'accès aux ressources en ligne. Autre point de vigilance qui m'est venu à l'esprit assez tardivement, je dois reconnaître ce matin, c'est que finalement la coupure d'Internet ou la coupure de l'accès à certaines plateformes n'est pas le seul moyen de réguler le débat public. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de lire l'ouvrage de Fang Fang qui s'appelle Wuhan Ville Close et qui est un peu le journal du confinement en Chine, et dans lequel elle explique que dès lors que certains nombre d'utilisateurs souhaitent utiliser les réseaux sociaux pour critiquer la gestion par les autorités chinoises de la crise Covid, plutôt que de se faire censurer, les utilisateurs sont victimes de phénomènes d'assourdissement. Donc, cela signifie concrètement que des armées de trolls, sans doute recrutés ou rémunérés par les autorités, vont harceler les utilisateurs qui critiquent les politiques gouvernementales de manière soit à les dissuader de renouveler l'expérience, finalement, si vous faites harceler à chaque fois, vous allez vous abstenir de protester, soit tout simplement de noyer leurs propos en les rendant complètement inaudibles et invisibles. Et il semblerait que ce soit un peu la démarche adoptée par la Chine depuis 2 ou 3 ans, consistant finalement à pas vraiment censurer ou bloquer les contenus, mais plutôt à envoyer des hordes d'assaillants contre les dissidents pour les décrédibiliser ou finalement pour les report as spam, comme on dit en anglais. C'est devenu une stratégie qui a été employée d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Donc en gros, quelqu'un exprime une opinion dissidente, plutôt que de bloquer le contenu, on va demander à des utilisateurs lambda de le reporter, de le dénoncer comme spammer ou comme bot. Donc ça, évidemment, c'est un point de vigilance. Peut-être que le blocage des contenus, la suppression des contenus n'est pas le seul moyen de réguler le débat public. Point de vigilance, mais ça c'est plutôt pour suivre l'actualité. La grande question qui se pose depuis quelques semaines, c'est de savoir si en Afghanistan, les talibans vont restreindre l'accès à Internet ou si au contraire ils vont s'approprier l'outil Internet comme un outil de communication. Et ça, je vous avoue que sur ce point-là, je n'ai pas de réponse. Et j'ai lu quelques articles qui sont un peu mitigés quant à savoir si les talibans vont véritablement avoir une stratégie de coupure d'Internet ou si au contraire ils vont essayer de façonner un Internet à leur image, si vous me permettez l'expression. Alors certes,
lorsque les talibans ont mené justement la conquête du territoire, il y a des zones géographiques dans lesquelles des coupures d'Internet ont été constatées, ce qui veut dire que dans certaines régions, les talibans ont coupé Internet, mais ne l'ont pas fait à l'échelle nationale, peut-être justement à des fins de légitimation à l'échelle internationale, vu qu'ils essaient de se donner une nouvelle noblesse à l'échelle diplomatique. Je suis évidemment, comme vous l'avez compris, extrêmement sceptique et je suis content que ce soit enregistré, comme ça, ce sera entendu. Donc, point de vigilance, il faut, je pense, vérifier ce que vont faire les talibans dans les mois à venir et s'ils vont opter pour cette stratégie de coupure d'Internet ou s'ils vont au contraire choisir des stratégies visant à façonner Internet à leur image. Ce qui est certain, c'est que à l'heure actuelle, le meilleur moyen d'appréhender toutes ces mesures techniques, quelle que soit leur nature, quel que soit le procédé utilisé, c'est de compter sur le travail extraordinaire qui est réalisé par les ONG que j'ai mentionné tout à l'heure et qui nous permettent d'être au courant que ces mesures de coupure d'Internet ont été réalisées pour une raison simple. Par définition, dès lors qu'il y a coupure Internet à l'échelle internationale, on ne sait pas forcément qu'un territoire entier, un territoire national n'a plus accès à Internet. Et donc, heureusement que des entités comme NetBlocks assurent une veille permanente pour pouvoir nous alerter lorsque un gouvernement ou une autorité coupe accès à Internet. Ce qui permet, dans certains cas, aux acteurs de la société internationale de prendre des mesures en réaction, qu'elles soient diplomatiques ou qu'elles soient des mesures de sanctions. Pour l'instant, elles sont essentiellement diplomatiques. Mais le plus utile, finalement, dans ce suivi, dans cette transparence par rapport aux mesures de restriction qui sont prises, finalement, c'est peut-être l'effet Streisand. Et l'effet Streisand, il a été bien mis en avant justement par Zeynep Tufekci dans son ouvrage et par d'autres articles, qui indiquent que dès lors qu'un gouvernement décide de couper l'accès à Internet, justement pour réduire ou restreindre les flux de communication, il va nécessairement attirer l'attention internationale sur lui et sur la situation qu'il a en réalité voulu assourdir. Et je trouve que c'est un point qui est assez intéressant, c'est que d'une certaine manière, depuis une dizaine d'années, un certain nombre de chercheurs se demandent si la coupure d'Internet n'a pas un effet Streisand et en réalité n'a pas pour effet d'amplifier des situations nationales que les autorités ont voulu étouffer. Notamment dans le cadre électoral. On ne sait pas nécessairement qu'il y a une élection en Ouganda à tel moment, mais dès lors qu'on apprend que l'Ouganda a coupé l'accès à Internet, on va se demander pourquoi. Et on va commencer à s'intéresser aux élections. Et donc, peut-être que cet effet Streisand est aussi ce qui justifie le choix de certains États de ne plus vraiment couper Internet ou l'accès à des plateformes, mais plutôt d'essayer d'assourdir la parole des dissidents. Autre point de vigilance pour les années à venir, c'est le degré de coopération entre les acteurs du numérique et les autorités étatiques. Et là, on en est sur la question de la responsabilité ou de la responsabilisation des plateformes. Là, dans le cas indien, on a cité vraiment l'émergence d'un fossé entre Facebook, Twitter et Google. Donc, en gros, entre les plateformes qui acceptent de se soumettre aux requêtes particulièrement insistantes des autorités visant à bloquer l'accès à certains contenus et l'autre exemple, le contre-exemple, c'est celui de Twitter qui a lutté presque jusqu'au bout, oui, jusqu'au bout, il me semble, au risque de subir des menaces ou des intimidations. Donc, évidemment, le rôle des acteurs privés est particulièrement important. Et enfin, dernier point, c'est que finalement, tout ceci dépend aussi des structures de connectivité, à savoir que, comme je disais tout à l'heure, lorsque je mentionnais cette étude de 2012, il y a des États qui sont plus vulnérables que d'autres face à des mesures de blocage dès lors qu'ils sont enclavés géographiquement. Il y a plus de chances pour qu'un blocage Internet affecte l'ensemble de la population. Et donc, peut-être qu'en travaillant sur les structures de connectivité, sur la pose des câbles de fibre optique, on sera en mesure d'opérer une répartition qui limite l'isolement numérique de certains États lorsque des régimes autoritaires décident de couper leur micro. Et je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup trop parlé. Je vous remercie pour votre attention et je serai très heureux d'en discuter désormais avec vous. Merci. Dernier point, suivez les travaux de la coalition Keep It On, qui travaille justement avec une coalition internationale qui s'intéresse justement au phénomène de coupure d'accès à Internet. Il y a des rapports réguliers qui sont publiés. Et donc, si vous êtes intéressé par cette thématique, vous pouvez accéder à leur site où vous aurez tout ce qui vous intéresse. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valère. Je suis en train de chercher justement la claque. Je trouve pas. Je trouve pas. Donc voilà, on applaudit virtuellement. Merci beaucoup. C'était vraiment extrêmement riche et extrêmement documenté.
Je pense qu'on a tous beaucoup de questions, beaucoup de choses qui résonnent en nous. Moi, j'aurais beaucoup de questions, mais je vois que un fil et je vais vraiment laisser la parole à Karine et à la salle. Donc, je vais limiter mon intervention à une seule question. C'est vraiment comme ça, vraiment, c'est un effort surhumain, mais je te reparlerai, Valère. Sur le dernier point que tu as mentionné sur la responsabilité des plateformes ou sur le rôle de ces plateformes. Et la question que je me posais est qu'il y a une tendance actuelle de manière générale, y compris dans les États démocratiques, à renforcer la responsabilité de ces plateformes, notamment en demandant non seulement est-ce qu'ils coupent, est-ce qu'ils censurent plus rapidement le contenu illicite, le contenu illégal, mais avec aussi beaucoup de questions parfois sur des contenus qui ne seraient pas simplement illégaux, mais inappropriés, que ces plateformes décideraient de couper. Donc, c'est le cas en France, en Allemagne, c'est le cas en Europe avec le Digital Services Act. Au Canada aussi, il y a un projet de loi en ce sens. Donc, même les États démocratiques et les États-Unis aussi ont l'air de vouloir bouger. Donc, même dans les États démocratiques, on est en train de leur demander de couper ou de modérer le contenu. Et donc, parler un peu comme des effets de balancier, finalement, si les États démocratiques aussi demandent à ces acteurs de censurer du contenu, même si c'est pour des bonnes raisons, on sait très bien qu'il y a une tendance à la surmodération des contenus pour éviter toute responsabilité. Donc, ça va dans le sens de porter atteinte à la liberté d'expression. Et j'ai finalement l'impression qu'il y a un double mouvement, un mouvement d'États autoritaires qui contrôlent vraiment le contenu pour des raisons politiques, et puis des États non totalitaires, hein, des États démocratiques, mais qui veulent quand même que ces acteurs agissent. Et du coup, on met évidemment beaucoup l'accent sur le rôle de ces plateformes et on leur donne les clés en quelque sorte. Et il y a un certain nombre de travaux d'ailleurs d'auteurs américains, ou d'autrices en l'occurrence américains, qui considèrent que ces plateformes finalement ont un rôle de surveillance au même titre que les États. Tu as parlé à plusieurs reprises de tri algorithmique et on sait très bien qu'il n'y a pas de transparence sur les critères et les paramètres d'un tri algorithmique, qui est un tri un peu chirurgical. Donc, je voulais avoir ton opinion là-dessus. Et j'ajoute quand même une petite remarque. Je suis d'accord avec toi sur les notions de finalité. J'ajouterai l'argument de la neutralité technologique. On n'a pas besoin d'aller chercher les procédés. Ce qui compte, effectivement, c'est le résultat. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. Et juste aussi une petite remarque un peu technique sur la définition qui est donnée de la coupure d'Internet ou de la censure. Je suis un peu étonnée qu'il y ait la notion de contrôle de flux d'informations, parce que la notion de flux, pour moi, renvoie un peu aux aspects contenants et aux aspects communication électronique et non pas au contenu, alors que là, on cherche vraiment à contrôler l'information, on cherche vraiment à contrôler du contenu, et je trouve que la notion de flux vient un peu nuancer ce qu'on cherche à faire, d'autant plus que parfois, ce n'est pas des flux énormes, mais parfois, c'est un contrôle chirurgical, justement, par les traits algorithmiques que tu mentionnais, donc je trouve que la notion de flux est un peu trompeuse, donc voilà, je m'arrête là. Merci. Alors, je vais répondre à ta question sur la responsabilité ou la responsabilisation des plateformes et sur, effectivement, on a un nombre assez important, même croissant, de situations dans lesquelles les plateformes sont obligées d'arbitrer pour déterminer concrètement si elles vont couper l'accès à Internet ou à certains contenus ou non. Moi, ce qui a tendance à me gêner, en fait, dans cette situation, c'est que, bon, d'une part, là, je me positionne en tant qu'internationaliste. Il faut toujours garder à l'esprit que les plateformes restent des entreprises privées et qu'elles ne sont pas les principales sujettes au droit international et que donc le droit international des droits humains repose principalement sur une opposabilité à l'encontre des États. Ce qui veut dire que lorsque l'État exige de la plateforme de bloquer l'accès à certains contenus, finalement, c'est la responsabilité de l'État qui devrait être recherchée parce que c'est lui qui a donné l'ordre, surtout s'il y a eu une contrainte qui peut être économique ou une contrainte qui a pu être physique, hein, comme on a pu le constater dans l'exemple indien, même s'il s'agissait d'intimidation, concrètement, il y avait une contrainte opérée. Ce qui me gêne par ailleurs, c'est cette tendance que l'on observe à adapter l'acceptabilité de la demande au régime concerné. En fait, j'ai l'impression, notamment que Facebook s'appuie beaucoup sur l'argument de la conformité aux lois locales pour déterminer à chaque fois si l'entreprise va obtempérer ou pas face aux demandes. Mais alors, là, on a quand même un double jeu. On est face à des plateformes qui, dans leurs standards de la communauté, finalement, dans leur règlement, indiquent se conformer ou reconnaître la place, la portée des instruments internationaux de garantie des droits humains, mais qui, d'un autre côté, affirment se conformer aux droits nationaux
dans la mesure où cela est compatible avec l'état de droit et la démocratie. Ce qui veut dire concrètement que dans chaque plateforme, on va se trouver face à un certain nombre d'acteurs personnels dont le travail va être de déterminer si dans une situation politique donnée, la mesure qui est demandée, de blocage d'Internet ou de blocage de contenu, reste dans les clous, donc en gros, est conforme à l'état de droit, à la démocratie ou à des exigences de transparence. Et donc, ça nous met dans une situation assez délicate où on se demande pourquoi, dans tel cas, Twitter, Facebook ou Google ont estimé que la mesure de censure de contenu était tout à fait conforme à la fois au droit international et aux droits nationaux, et puis en plus à l'état de droit, alors que dans d'autres cas, il est manifeste qu'il y a une violation de la liberté d'expression, de la liberté de réunion, mais pour des raisons qui sont sans doute plus économiques qu'autre chose, elle décide d'obtempérer, de se soumettre à cette mesure. Donc, c'est vrai qu'on en demande peut-être un peu trop aussi aux plateformes. J'ai tendance à me dire qu'il ne faut pas vraiment agir tant sur les plateformes que sur les États. C'est pour ça que je suis content de voir des jurisprudences régionales, notamment dans le cadre de CEDEAO, dans lesquelles la société civile porte plainte contre l'État, en indiquant que, indépendamment de l'intervention d'un fournisseur d'accès ou d'un opérateur privé, la décision a été prise à la demande ou sur l'initiative de l'État. Et c'est peut-être cette notion qui est importante. Nous, on raisonne beaucoup en droit international sous l'angle du contrôle, de l'imputabilité, pour rechercher à un moment donné si la mesure, même si elle a été prise par des opérateurs privés, a été demandée ou menée finalement sur les directives, sur les ordres de l'État. Et peut-être que c'est sur ce point-là qu'il faut se focaliser, et peut-être qu'on a tort en fait d'insister tant sur le rôle des plateformes, parce que concrètement, elles ne sont pas forcément en position de prendre ces décisions, et peut-être qu'on ne veut pas qu'elles prennent ces décisions dans ce contexte. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. C'est vrai, ça conduit un peu à une impasse de fait. Donc effectivement, ça permet, en mobilisant le droit international, ça permet de chercher d'autres moyens pour ces cas-ci. Oui. Ouais. Merci de ta réponse, Valère. Merci beaucoup Valère pour la présentation. Il y a quelques questions. Je voulais juste revenir avant, excusez, privilège des organisateurs, mais organisatrices en l'occurrence. Vous parliez justement des bruits qui se faisaient pour justement délégitimiser les opposants. Il y a ce qui se passe aussi en Chine, mais en Inde, avec notamment depuis l'élection du gouvernement Modi, où, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de bots qui trollent systématiquement les opposants au régime. Et en fait, on passe d'un contrôle de l'information à un contrôle sur des individus. Donc, il y a une personnification et vraiment une pression sur alors ce que moi je définis comme des défenseurs des droits humains, mais une personnification et une chasse à ces personnes-là qui met une pression énorme. Et ça devient difficile de saisir quelque tribunal que ce soit, parce que non seulement il y a du harcèlement en ligne, mais il y a aussi des actions sur notamment, on voit ça s'est fait passer notamment avec Amnesty Inde, mais où on va dire qu'ils n'ont pas satisfait un certain nombre de législations financières ou de choses comme ça. Donc, en fait, on décrédibilise aussi la parole de ces acteurs-là. Et donc, si vous voulez, ça rentre à la fois plus sur des questions de liberté d'expression, mais ce sont des personnes qui sont criminalisées. Donc, en fait, il y a une personnalisation puis un détournement de la liberté d'expression en ligne qui entre en ligne de compte. Et de plus en plus, ce sont des outils qui sont extrêmement puissants, parce qu'il faut avoir les reins très solides pour être capable de contrer un État tel que soit l'État chinois, soit l'État indien. Je voulais revenir sur deux questions. Je vais les prendre par ordre d'arrivée. Une des premières, je vais vous en donner deux, Valère, et puis notamment la première question, c'est notamment sur les talibans et le réseau iranien. Est-ce que la religion est mentionnée comme raison au blocage des contenus? Est-ce qu'il y a des coupures ou suppressions de comptes de communautés religieuses particulières dans certains concepts? Est-ce un exemple d'atteinte au droit à la religion? Déjà, ça serait la première question. Ensuite, une question qui vient d'un journaliste du Sénégal qui écoute la conférence depuis le Sénégal. On le salue. Comment est-ce que les acteurs socio-économiques et surtout des journalistes doivent se comporter en cas de coupure d'Internet? Ensuite, je vous laisse répondre à ces deux premières questions-là, puis ensuite on passera aux autres. Merci beaucoup pour les questions. Et puis, je suis très heureux de voir que les gens suivent la conférence d'un peu partout. Merci de m'avoir écouté. Alors, pour l'instant, en ce qui concerne les talibans, on n'a pas encore assez de recul parce que les blocages ont été des blocages globaux et n'ont pas affecté des comptes ou des groupes en particulier. Alors,
sur l'exemple iranien, je dois avouer que je n'ai pas identifié pour l'instant de blocage qui vise des communautés religieuses en particulier. En revanche, il va de soi que les plateformes locales qui sont structurées pour être conformes aux règles et standards iraniens doivent se soumettre à un certain nombre de règles qui ne sont pas uniquement des règles strictement juridiques, mais qui sont aussi des règles d'essence religieuse, donc en gros sur le type de propos qui ne peuvent être proférés à l'égard de telle personne, de telle personnalité religieuse, de tel culte, ou de pratiques qui sont considérées comme non conformes à la religion dominante en l'occurrence. Et donc, je n'ai pas d'exemple concret à l'esprit, et je pense que c'est peut-être aussi ce qui caractérise la constitution de ce réseau national iranien, c'est que plutôt que de stigmatiser des communautés en particulier, on va finalement n'autoriser que des plateformes dont on va pouvoir contrôler les activités de modération pour les inciter justement à ne pas laisser passer des contenus qui ne seraient pas conformes à la fois à l'état de droit, mais aussi à un certain nombre de règles religieuses. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est comme ça que ça s'opère. Je serais très curieux de voir comment ça va se passer avec les talibans et l'Afghanistan. C'est une situation que je vais essayer de suivre dans les semaines à venir. J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette phase d'installation où on ne sait pas trop, et sans doute que les talibans, eux non plus, ne savent pas trop comment ils vont appréhender l'outil Internet. Pour l'instant, ils sont dans une démarche plutôt de présence accrue sur les réseaux sociaux. Donc, ils ont compris qu'ils avaient intérêt à être sur les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour se donner une apparence de légitimité. Et je serais assez curieux de voir de quelle manière ça va s'opérer. J'ai bien vu l'échange d'il y a quelques semaines entre le porte-parole des talibans et les journalistes de la BBC qui lui a demandé d'expliquer un peu de quelle manière les minorités religieuses seraient appréhendées. Et celui-ci nous promettait que les communautés religieuses minoritaires pourraient vivre en toute quiétude et toute sérénité, qu'elles auraient le droit de s'exprimer dès lors qu'elles ne portent pas atteinte au principe de la charia. Alors, en ce qui concerne les acteurs socio-économiques, pour la question du journaliste qui s'est manifesté tout à l'heure, j'ai l'impression que la plupart des acteurs socio-économiques ont déjà appris qu'en fait, il fallait autant que possible prévoir un plan A, un plan B et un plan C. Alors, ça peut être difficile lorsqu'on est dans un État où seul un fournisseur d'accès contrôlé par l'État contrôle l'intégralité de l'infrastructure et en gros, quand Internet est coupé, Internet est coupé. C'est un peu plus évident lorsqu'on est dans un système où seules certaines plateformes sont bloquées temporairement et qu'il est possible concrètement de maintenir le lien avec la société civile par d'autres moyens, et donc beaucoup utilisent WhatsApp, Signal, Telegram pour continuer de communiquer, pour continuer de mener leur travail. Je pense que ce qu'il est important de faire, je suis pas en position de donner des conseils, mais je me base un peu sur ce que j'ai observé dans mes recherches, c'est qu'il faut faire en sorte que ces coupures d'Internet soient connues et médiatisées. Moi, j'avais aucune idée de l'ampleur du phénomène avant de commencer à travailler dessus. Pour moi, c'était une évidence que peut-être une quinzaine d'États ponctuellement, et puis je me disais, c'est la Corée du Nord, c'est l'Iran, voilà, ça me semblait une évidence que c'était certains régimes en particulier. Et je suis assez inquiet, là c'est moins mon côté universitaire, mais plutôt militant, de constater que c'est en train de devenir une norme quasiment ordinaire de contrôle de la parole publique que de couper Internet ou de couper une plateforme pendant quelques heures, au moment où ça nous arrange, notamment au moment des élections. Donc, je pense qu'il est essentiel pour les acteurs socio-économiques, pour les journalistes notamment, de ne pas se reposer uniquement sur un compte Twitter ou sur un compte Facebook au risque de se retrouver au moment où il faut révéler un certain nombre d'informations. Il faut multiplier les plateformes et puis surtout, il faut se constituer un réseau de chercheurs et d'interlocuteurs en dehors du pays qui sera en mesure de relayer l'information comme quoi Internet a été coupé. Et je trouve que sur ce point-là, franchement, lisez le livre là, de Zeynep Tufekci, je pense qu'il a été traduit en français en plus, mais moi quand je l'ai pris, il était en anglais, donc Twitter and Tear Gas, qui nous montre que cette mobilisation quasiment transnationale d'activistes et de journalistes a permis, lorsque certains groupes à une échelle régionale étaient finalement bâillonnés, qui a permis à certains de prendre leur téléphone, d'envoyer un message, un SMS ou un WhatsApp, un signal, ce que vous voulez, un des interlocuteurs à l'étranger pour dire « Attention, nous n'avons plus accès à Internet, nous avons des raisons de penser qu'il ne s'agit pas simplement d'un accident et il faudrait faire savoir qu'il se passe ceci sur notre territoire parce que concrètement, nous n'avons plus accès à nos comptes Facebook, à nos comptes Twitter et autres. » Voilà,
c'est pas tellement un conseil, mais c'est un peu l'état de la pratique qui est employé ici. Et puis, je pense qu'il faut suivre. Moi, je trouve que les ONG Access Now, Freedom House font un travail remarquable et permanent de surveillance du trafic Internet à l'échelle internationale. Et le premier réflexe, lorsqu'on a l'impression de ne plus pouvoir accéder à Internet, c'est peut-être d'aller sur ces sites, si c'est possible, pour voir s'il ne se passe pas quelque chose. Justement, je vous ai partagé sur le chat un des outils qui est utilisé. C'est apparu, c'est une carte en Inde, justement des coupures d'Internet, et ça permet de voir des corrélations qui ont été faites entre le nombre de coupures. Généralement, plus il y a de nombre de coupures, on sait qu'il y a des troubles politiques, ou on sait qu'il y a des enjeux. Puis le cas le plus récent, c'est le Cachemire qui a été en blackout total pendant des mois. Même les connexions de mobiles cellulaires étaient coupées. Donc, il n'y avait plus aucune communication avec le Cachemire, et ça a eu des conséquences absolument terribles sur un certain nombre de défenseurs. Il y avait une autre question de Brian Elliott. Oui, c'est ça. Oui, sur l'argument de la légitimité des plateformes énoncé par les États autoritaires. Il te demande, Valère, comment tu qualifies une plateforme légitime, quels sont les critères de cette légitimité? Et puis, si je peux me permettre de lire aussi la dernière question qui est tout à fait intéressante, qui va parler à l'internationaliste que tu es. C'est Azé Kerte Amoulgam, qui est doctorant d'origine tchadienne à l'Université Laval et qui nous informe qu'au Tchad, il y a très régulièrement des coupures d'Internet à chaque fois qu'il y a des troubles politiques. Et il se demande si on pourrait saisir une juridiction, une quasi-juridiction nationale ou probablement plus probablement internationale des droits de l'homme pour porter cette atteinte à la liberté d'expression et d'opinion. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des chances de succès? Je trouve que c'est une excellente question parce que c'est ta conclusion. C'est justement vers ça que tu nous invites à aller. Oui, merci pour les questions. Alors, sur la légitimité des plateformes, je ne sais pas s'il existe un standard objectif pour considérer qu'une plateforme a toute légitimité pour être un canal de transmission acceptable ou valide sur le territoire d'un État donné. En fait, peut-être rappeler un peu quel est le discours qui a pu être tenu par le président Erdogan, notamment en Turquie, ou par les autorités indiennes, dans le cadre des affaires que j'ai mentionnées en 2021. Il s'agissait concrètement de mettre en avant le pouvoir excessif que ce serait attribuer ces plateformes de déterminer quelles paroles mérite ou non d'être publié en ligne. Je sais plus si j'avais reproduit, mais vous pouvez trouver le communiqué de presse notamment du ministère indien des technologies et des communications, qui, sur 3 pages, explique que Twitter, c'est un pouvoir qui ne lui appartient pas, qu'il est devenu une espèce de contre-pouvoir tout à fait illégitime à l'encontre de l'État indien, qui est le seul, en tant que souverain, à pouvoir adopter un certain nombre de régulations. Et en fait, l'argument de la légitimité, il se pose parce que, justement, la plateforme refuse de se soumettre à une législation qui est présentée comme une législation tout à fait, dotée sur une procédure tout à fait licite. Donc, en fait, c'est vraiment dans cette propension de la plateforme à refuser de coopérer que, généralement, c'est dans ce contexte que va émerger le débat sur la légitimité. Mais qui sont-ils pour refuser d'obtempérer et pour invoquer on ne sait quels standards internationaux ou valeurs ou éthiques pour ne pas censurer des contenus qu'on leur demande de censurer, surtout dans un contexte de crise sanitaire? Comment hostile, c'est une entreprise américaine et qui obéit sans doute à des intérêts qui nous échappent. C'est un peu sur ce terrain-là que se place la discussion sur la légitimité. Alors, pour ce qui est de l'autre question sur les juridictions, justement, on en a eu un exemple. Alors, c'est une organisation africaine sous-continentale en particulier qui manifestement a accepté de participer à la procédure. Donc, le Togo, en l'occurrence, fait preuve de bonne volonté, ou en tout cas a bien voulu participer au contentieux. Il n'est pas certain qu'il en soit de même pour tous les États. C'est vrai que le cas du Tchad que vous mentionnez est particulièrement important. J'ai vu plusieurs occurrences de coupures d'Internet purement et simplement au cours des dernières années. Alors, notamment en 2016, un exemple qui me revient à l'esprit, juste après qu'une jeune femme ait été victime d'un viol collectif par des hommes qui apparemment étaient liés familialement à des dignitaires, et donc face à la gronde populaire, à l'indignation populaire, Internet a été coupé
justement pour éviter à la gronde populaire de se manifester, parce qu'on estimait que les autorités devaient agir, vu que c'était les enfants ou des proches des dignitaires. Et c'est vrai que c'est en train de devenir un outil ordinaire. Alors, on peut toujours saisir des organes de traité onusiens. Alors, on n'est pas dans le cadre d'un contentieux, mais ne serait-ce que pour faire constater périodiquement que le Tchad recourt de façon récurrente à la coupure d'Internet et peut-être pour amener le Tchad à s'expliquer, ou en tout cas pour inciter le Tchad à se demander s'il est vraiment opportun de couper Internet à chaque fois au risque de s'exposer à une indignation internationale. On peut envisager de saisir une juridiction régionale. Peut-être que cette affaire impliquant le Togo va constituer un précédent qui va inciter les sociétés civiles à travers le continent à se dire qu'en fait, c'est possible d'obtenir une condamnation, que même si ça n'invite pas forcément l'État à cesser ce type de comportement, au moins il y a une reconnaissance internationale du caractère illicite de la mesure. Donc oui, je pense que si une juridiction régionale sous-continentale est compétente, et dans la mesure où il est possible de s'appuyer sur la Charte africaine en matière de liberté d'expression, il faut tenter sa chance. Il y a une jurisprudence, il y a des observations générales, il y a des positions de rapporteurs spéciaux, et donc ça mérite de tenter. Pardon, ce n'était pas une question du concours Rousseau. C'est une question du concours Rousseau, mais justement, j'ai apporté une réponse qui ne les arrange pas parce que c'est un contentieux devant la Cour internationale de justice. Du coup, la saisine d'une juridiction régionale, ça ne fait pas leurs affaires. C'est ça. Tu as botté en touche. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part du public? Karine et moi avons répondu à un certain nombre de questions par écrit, donc sur des références. Vous avez encore la chance de poser une ou deux questions. Et je confirme toutes les références que tu as mentionnées, Kate Klonik, Shoshana Zuboff. Surtout comme tu disais, Anna Bloch-Weber qui va plus loin sur le rôle de surveillance. Ouais. Et comme tu disais, ce sont essentiellement des autrices qui travaillent sur ces questions. Oui, alors elles ont été influencées par Jack Balkin quand même à l'origine. Mais oui, beaucoup de femmes. En attendant, on te remercie pour la réponse. Moi, je voulais ouvrir un peu le débat, si je peux me permettre. Karine et moi avons eu la chance d'échanger vendredi dernier avec des collègues mexicaines. Et on constate qu'au Mexique et ailleurs dans le monde, il y a beaucoup de tensions sur la surveillance lors des manifestations et en particulier l'utilisation d'outils par la police comme la reconnaissance faciale. Et je suis en train de me demander, pour faire écho à ce que disait Karine sur la personnalisation et la pression qu'on met sur certains activistes, je pense qu'il y a malheureusement une avenue de recherche à considérer qui est le lien entre la technologie, les activistes et la surveillance. En fait, tous les moyens de surveillance que l'on déploie de plus en plus sur eux, que ce soit quand ils s'expriment dans la rue, quand il s'agit, là au Mexique, il s'agissait en particulier de femmes qui manifestaient contre les féminicides. Donc, ça pourrait être monsieur ou madame tout le monde qui décide de manifester et qui pourrait se retrouver à être considéré comme activiste dangereux et à être surveillé lors des manifestations par le biais de reconnaissance faciale ou par monsieur ou madame tout le monde ou des journalistes, peu importe le degré d'implication, qui ferait un commentaire déplacé, enfin considéré comme déplacé ou en tout cas audacieux sur les réseaux sociaux, pourrait se retrouver à être fiché, profilé et censuré. J'ai l'impression que l'opinion de manière générale, pas simplement celle des journalistes et d'institutions bien installées, peut-être plus protégées et plus visibles, j'ai l'impression que l'opinion est en danger, peut-être même plus l'opinion basique, quand je dis basique, l'opinion de personnes qui jusqu'à présent ne s'engageaient pas particulièrement en politique et se pensaient protégées par un certain nombre de droits fondamentaux qui pourraient finalement ne pas l'être en raison d'une pression technologique qui s'exercerait désormais. Donc c'est une question qui s'adresse à tous les deux d'ailleurs, à Karine et à toi. Je pense que Karine sera plus à l'aise sur la question. C'est Valère l'invité, c'est Valère qui répond. Je vais faire travailler Karine. Non, après, moi, je suis complètement d'accord avec cette approche qui a été présentée par Karine tout à l'heure sur la personnalisation, la personnification de la censure. Et c'est vrai que j'ai l'impression que là où seuls les activistes ou les communautés d'activistes avaient tendance à être ciblés en tant que groupe, ne serait-ce que parce qu'ils agissaient en tant que groupe sur les plateformes en constituant des groupes de communautés fermées ou ouvertes, on opte de plus en plus pour, c'est pas le capitalisme de surveillance de Shoshana Zuboff, mais en tout cas c'est une surveillance qui est ciblée, qui vise monsieur et madame tout le monde, sans que ces personnes exercent forcément des fonctions, des responsabilités spécifiques. Et
Et c'est vrai qu'on peut être préoccupé par cela, parce que ça veut dire que finalement, le simple fait, par exemple, qu'on ait eu cette discussion et qu'elle soit mise sur YouTube, va peut-être nous attirer les foudres d'un certain nombre d'autorités, nous disant, ben voilà, pourquoi vous nous stigmatisez? Et finalement, il s'agit de nos informations. Et les procédés de surveillance sur lesquels travaille notamment notre collègue Caroline Lekenroth, qui je pense fera bien, qui est impliquée un peu dans vos travaux, montrent qu'en réalité, plutôt que d'opter pour des stratégies uniquement massives, qui causent par ailleurs beaucoup de dommages collatéraux, notamment économiques, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il devient peut-être de plus en plus simple pour les autorités de viser des individus en particulier, alors soit parce qu'ils se sont fait remarquer par un type de propos en particulier, par le recours à des hashtags ou des mots dièses, donc retrouver en gros les cibles par les mots dièses, les hashtags, c'est d'ailleurs pour ça que certains activistes essaient d'éviter le recours aux hashtags pour ne pas être identifiés trop rapidement, soit tout simplement parce que, comme je le disais tout à l'heure, outre les fameux bots, on a quand même, ça fait un peu complotiste, mais on sait quand même que dans certains régimes, les réseaux sociaux font l'objet d'une observation constante pour vérifier justement que quelqu'un ne parle pas trop fort ou ne critique pas trop fort, et si c'est le cas, pour répliquer immédiatement en faisant ce qu'on qualifiait il y a quelques années de raid, donc en gros appeler un certain nombre d'alliés et faire en sorte de faire taire cette personne numériquement, au point que souvent cette personne va finir par disparaître de la plateforme avant que la situation dégénère et qu'elle soit harcelée aussi dans la vie réelle. Et on a eu beaucoup de formes. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un terme français, mais sur la pratique du doxing qui vise justement, outre la décrédibilisation, à révéler un certain nombre d'informations d'ordre privé sur les personnes qui ont exprimé des opinions dissidentes. C'est assez inquiétant de voir que, en l'espace de quelques heures, une personne exprime une idée critique, fait l'objet d'un raid par des dizaines, voire des centaines d'utilisateurs, avec parfois des comptes qui semblent avoir été créés tout récemment ou uniquement à cette fin, et qu'en plus, on commence à révéler des informations sur le lieu où ces personnes travaillent, vivent, où elle est menacée, en disant « on sait que vous avez une famille », ce qui amène généralement la personne dissidente, avec beaucoup de guillemets, à se taire et à disparaître de la plateforme. Et voilà, c'est pour ça que je vous conseillais tout à l'heure la lecture de l'ouvrage de Fang Fang, parce qu'elle décrit, sans approche scientifique, elle décrit très bien ce phénomène, la manière dont elle est victime de flux constants d'attaques, au point qu'à un moment donné, elle se demande si elle ne doit pas fermer son compte et disparaître des réseaux. Et ça veut dire que la manœuvre fonctionne encore mieux que de bloquer son compte. Parce que c'est elle qui va finir par partir, et elle ne pourra pas se plaindre en disant « mon compte a été bloqué, je suis parti par moi-même ». Et ça me préoccupe particulièrement parce que j'ai l'impression que ça devient de plus en plus fréquent sur l'initiative des autorités, mais parfois aussi sur l'initiative de communautés très structurées, QAnon notamment, pour ne prendre que cet exemple. Donc voilà, la personnalisation, la personnification, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si Karine souhaite ajouter quelque chose, mais... Non, je vais laisser la parole à l'audience pour la prochaine. Ah oui, c'est vrai qu'il ne reste que quelques instants. Oui, et effectivement, il reste à peu près, je dirais, 2 minutes en fait à la conférence. Par contre, on aurait, je pense, une petite question. On pourrait prendre la dernière petite question de François Plamondon qui demande en fait si, en général, la censure des informations est-elle éthique? Alors, je crois qu'il n'y a rien de plus difficile que de définir ce qui est éthique en matière de censure de contenu. J'ai quand même l'impression... Ça dépend comment on définirait l'éthique, et puis surtout, ça dépend de qui définit l'éthique et dans quelle zone on va la définir. L'éthique des administrations n'est sans doute pas la même éthique que celle des plateformes ou des fournisseurs d'accès à Internet. Et surtout, je ne sais pas si vous avez constaté, mais de plus en plus, les opérateurs des secteurs numériques définissent eux-mêmes leur éthique et ont tendance à les codifier dans des instruments qu'ils qualifient de valeurs ou justement de principes éthiques, en s'inspirant généralement de considérations qui sont liées à la transparence, à l'état de droit, à l'ouverture du débat public. Donc, je ne peux pas répondre à la question de façon globale parce qu'il n'y a pas d'éthique internationale en la matière, à part celle qui pourrait être définie par les articles que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ce que je peux vous dire, c'est que il me semble que l'ensemble des entreprises numériques que nous avons mentionnées ont défini une liste de principes éthiques qu'elles estiment avoir vocation à respecter, donc c'est un peu de l'autocontrôle, et je pense qu'à chaque fois qu'on observe ce type de mécanisme visant à faire taire des individus, il faudrait se référer aux principes éthiques de l'entreprise pour noter peut-être justement que l'entreprise ne s'y est pas conformée.
Voilà, l'éthique de l'une n'est pas forcément celle de l'autre. J'aurais du mal à répondre à la question de façon plus globale, mais peut-être justement parce qu'il n'y a pas, j'ai pas cette conception d'une éthique qui serait globalisée, transnationale et universelle. Oui, je crois en effet qu'elle n'existe pas. Et c'est bien ça, c'est bien ce qui permet aux plateformes de jouer sur les différentes lois nationales et les standards internationaux et finalement de prendre l'un ou l'autre selon leurs intérêts, comme tu le soulignais si bien tout à l'heure. Il ne nous reste plus qu'à te remercier, Valère, parce que vraiment, c'était une conférence extrêmement riche et passionnante. Merci beaucoup. Alors, si j'applaudis, ça va faire des larcènes, donc je ne vais pas applaudir, mais le cœur y est. Vraiment, merci beaucoup. Nous avons été particulièrement choyés de t'entendre aujourd'hui. Très agréable. Merci. Oui, merci à tout le monde.